Il est 9h23, merci d'être avec nous. Ce matin, un livre témoignage. Tout n'est pas foutu aux éditions Albin Michel. C'est très positif. Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Merci d'être avec nous. Journaliste français de presse économique qui a dirigé pendant des années le service économique de TF1 et LCI. Et c'est un témoignage aujourd'hui. Oui, c'est un témoignage en fait très fort. C'est un tabou. Aussi souvent la prostate et puis tout ce qui peut aller évidemment avec ça. Jean-Marc Sylvestre, racontez-nous pour les auditeurs donc évidemment qui n'ont pas encore entendu parler de votre livre, ce à quoi vous avez été confronté et qui vous a frappé très fortement il y a maintenant une vingtaine d'années. Non, 12 ans. 12 ans. Oui. Écoutez, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement raconter cette histoire. Oui. D'abord parce qu'elle me permettait de me libérer moi-même. Parce que c'est une histoire qui vous arrive sans que vous n'y preniez garde. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas de symptômes. Donc il faut passer par un dépistage dont je regrette qu'il ne soit pas automatique et qu'il ne soit pas spontané à partir de 40 ou 45 ans, alors qu'il devrait l'être. En général, les médecins ne vous le proposent pas parce qu'ils n'y pensent pas, parce que les généralistes n'ont pas été formés à ça. Ouais. Quand on parle de dépistage, on parle de quoi? D'une prise de sang? Une prise de sang, tout simplement. Ouais. Ça coûte 2,50 €. Okay. Et puis, c'est pas grand-chose. Et si ce dépistage marque finalement un dysfonctionnement, notamment dans ce qu'on appelle le taux de PSA. Le PSA est un marqueur de cancer ou de dysfonctionnement justement de la glande prostatique. Oui. La glande prostatique, je l'explique toujours parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. D'abord, c'est chez les hommes. Oui. Et c'est une glande qui fabrique le liquide qui accompagne le sperme au moment de l'acte sexuel et de l'éjaculation. Donc ça transporte le sperme. Et donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis c'est un organe qui participe beaucoup à la jouissance et au plaisir que peut avoir un homme au moment de ses rapports intimes. Alors c'est un tabou à cause de ça. Oui. Parce qu'on touche à l'identité de la personne. On touche à son identité, on touche à sa masculinité, à sa virilité, à sa puissance, à sa capacité de séduire, ou du moins à sa capacité de réaliser une séduction. On est tous dans des métiers de séduction, et quand vous vous apercevez qu'à un moment donné, vous avez toujours envie, vous pouvez toujours avoir envie de séduire, de convaincre, de faire, mais que vous ne pouvez plus passer à l'acte, c'est la frustration. Sans mauvais jeu de mots, c'est la débandade, quoi. Vous êtes foutu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'érection effectivement possible, quoi. Non, Alors, lorsque vous êtes testé positif et que vous avez des protocoles vous pouvez passer par des traitements, mais les traitements à l'époque où j'étais, on n'en parlait pas beaucoup parce que c'était compliqué. Il faut être pris à temps surtout. Et puis il faut le prendre très tôt. Et d'autre part, c'est une maladie qui traditionnellement est une maladie de vieux. Ouais. C'est-à-dire que ça arrive généralement vers les 60 ou 65 ans. Et aujourd'hui, ça arrive de plus en plus tôt. Et la vie est de plus en plus longue. On a quand même gagné 10 à 15 ans d'espérance de vie depuis 10 ans. Ouais. Donc on vit aujourd'hui jusqu'à 80 ans. Ouais. Quand ça vous arrive à 50 ans, vous n'avez quand même pas à 50 ans envie de vous mettre dans un fauteuil roulant. C'est ça. Donc c'est ça le problème. Ouais. Donc, et donc à cette époque, à l'époque où il y a encore 10 ans, la seule solution que trouvaient les médecins, et là je vais me battre là-dessus, c'était l'ablation. Ouais. L'ablation. Et on est tous passés par là, et je commence mon livre par les phrases qu'on m'a attribuées, mais c'est pas les miennes, puisque j'ai cité l'auteur il y a 3 jours après, 3 lignes après. C'est Tara Benjemoul qui a eu un prix pour ça, et qui constate que je ne bande plus, je ne fais plus rien, je suis mort, je suis foutu. Et dans ma convalescence, j'ai repris toute l'histoire de Romain Gary qui m'a fait un bien fou, mais qui s'est mal terminé parce que lui non plus n'avait pas de solution. Ouais. Et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de se flinguer, comme Hemingway. Ouais. Donc on était dans cette situation. Mais ça, on ne savait pas en fait à l'époque non. Chez eux. Non. On ne savait pas que ça aboutit. Alors, l'ablation a 2 conséquences, 2 effets, dont les médecins ne vous parlent pas. Et ça, franchement, je leur en veux beaucoup, de vous parler pas. C'est des risques de fuite urinaire. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui ont 60 ans, qui vont encore à la banque parce qu'ils ont un job à la banque avec des couches.
Vous comprenez? C'est d'une humiliation totale. C'est incroyable. C'est pas visible. Bon. Et la deuxième conséquence, c'est le risque de perdre son érection ou de ne pas la retrouver. Pourquoi? Parce que au moment de l'opération, si vous n'avez pas pris toutes les précautions, avec un chirurgien hyper sophistiqué, un type que j'appelle le Federer de la chirurgie, c'est-à-dire un type qui fait beaucoup d'opérations, parce qu'il faut qu'il ait la main qui ne tremble pas. Eh bien, il va vous arracher des nerfs érectiles, il va vous abîmer le canal urinaire, et c'est comme ça que ça provoque des fuites urinaires, et c'est comme ça que ça vous empêche d'avoir des érections. Oui, et alors au début, ce que vous racontez en fait dans votre livre, c'est que quand vous avez vu en fait un médecin, ce que vous évoquez, oui, c'est ça, tu es jeune. Alors, l'urologue me dit, mais vous êtes jeune, il faut préserver votre vie. Oui. Mais sinon, vous allez mourir. Sinon, aujourd'hui, c'est vrai que statistiquement, mon pronostic de vie était de 8-10 ans. Oui, c'est ça. Sauf exception miraculeuse que je raconte, et qui reste encore un mystère, celle de Mitterrand. Mitterrand a été diagnostiqué le lendemain de son arrivée à l'Élysée. Au mois d'août, il convoque ses 3 principaux collaborateurs, qui étaient Bérégovoy, Rousselet et Attali, et il leur dit je sors de chez les médecins, fin de l'année je serai mort. 15 ans plus tard, il était toujours vivant. Avec ce cancer. Et là, on ne sait pas pourquoi. Si, on commence à savoir pourquoi. D'abord parce que pendant les premières années, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dysfonctionnement, on vit à peu près normalement. Le cancer évolue, mais en silence, clandestinement. Et au bout de 7-8 ans, il commence à métastaser en dehors de la glande prostatique. Et la métastase en dehors de la glande prostatique, ça s'en bat dans les os et ça se termine par un cancer généralisé des os. Mais il a dû recevoir des traitements qui ont retardé la progression de son cancer. Je sais aujourd'hui qu'il existe des traitements sur la base de la radiologie, des IRM, qui permettent d'atteindre les quelques cellules qui commencent à être cancéreuses à l'intérieur de la prostate. Que ce soit pris à temps, quoi. Jean-Marc Sylvestre, est-ce que c'est un tabou, parce que là vous parlez d'un chef d'État, un tabou politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise, de capitaines d'industrie peuvent vivre la même chose, donc on ne peut pas en parler forcément, puisque après on a peur de quoi? Parce que c'est compliqué, moi je suis une femme, donc j'ai du mal à le ressentir, mais d'être décrédibilisé, vous l'avez dit, de perdre sa virilité, mais est-ce qu'il y a un problème lié aussi à son statut? Il y a un problème qui est éminemment lié au statut, puisque ça touche à sa virilité. La virilité, c'est le pouvoir, quelque part. Et le pouvoir des hommes, il passe par là aussi. Consciemment ou inconsciemment, opérationnellement ou pas. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est atteint de cela est diminué aux yeux des autres, mais il est diminué surtout aux yeux de lui, à l'intérieur. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Bernard Debré, que j'avais été consulté sur cette question. Il m'avait dit « Tu ne le dis pas. Tu ne le dis à personne. Parce que le jour où tu vas le dire, clac, c'est fini. » Les gens ne te regarderont pas de la même façon. Ils diront que de toute façon, on ne peut plus investir sur toi, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est notamment sur un point de vue professionnel, pour la carrière professionnelle. Ça, c'est vrai aussi pour beaucoup de cancers, bien sûr. C'est vrai aussi pour beaucoup de cancers, parce que vous avez le poids du cancer. Parce on que n'aime pas les gens malades. Le cancer, c'est la mort. Et en plus, ça, c'est un cancer. Moi, je fais le parallèle entre ce qui arrive aux hommes aujourd'hui et ce qui est arrivé il y a 30 ans aux femmes. Cancer du sein. Lorsque le cancer du sein est apparu, et les ablations. Et les ablations. Et ce sont les femmes américaines qui ont obtenu qu'on arrête l'ablation totale de la poitrine et qu'on fasse des essais, etc. Et qu'ils ont obtenu ça. D'une part, des modifications dans le traitement, un arrêt des ablations, des prothèses, et ils ont obtenu également le fait qu'on puisse en parler. Moi, j'étais frappé pendant ces 10 ans des dîners auxquels j'ai assisté, comme vous et moi, où des gens parlaient, les femmes parlaient de façon très posément, très calmement de leur cancer du sein, éventuellement de leurs risques, des peurs qu'elles avaient sur les métastases ou possibles.
et l'impossibilité qu'avaient les hommes de parler d'un problème de prostate. Vous avez tout de suite des plaisanteries qui fusent, des conneries, bien sûr. Donc vous vous taisez, vous dites rien. Quoi. Allez, tout n'est pas foutu. Jean-Marc Sylvestre, chez Albin Michel, le cancer a sauvé ma libido. Oui, c'est vrai. Vous allez nous le dire. Vrai. Vous allez nous le dire dans un instant. Et puis vos appels. Parce que ça reste positif. Oui, oui, bien sûr. Oui, là, il y a un constat effectivement assez dramatique, bien sûr, mais on peut réussir, s'en sortir. Enfin, il faut se battre. Mais il faut se battre. Bien sûr. Malheureusement. Comme tout dans la vie, bien sûr. Mais là aussi, face à la maladie, c'est sans doute encore plus compliqué. 0826 300 300. Vous nous appelez. À tout de suite, 9h34. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h37, c'est un sujet très important, c'est le cancer de la prostate. Et bien sûr, on va parler du dépistage qui est quand même très important. Jean-Marc Sylvestre est avec nous, journaliste émérite en économie. Tout n'est pas foutu et c'est une jolie phrase en tout cas qui nous donne de l'avenir aux éditions. Albin Michel. Oui, alors vous nous avez dit tout à l'heure donc que vous avez constaté en fait ce cancer, vous avez dialogué avec les médecins, non, on vous a dit parler. Opération ou pas, mais alors s'il y a opération, il n'y aura plus d'érection, il n'y aura plus de plaisir de la vie. Non, et à partir de là, alors comment vous avez conduit votre réflexion pour réussir justement à ce que vous êtes... D'abord, vous êtes un peu abasourdi au départ parce qu'on vous dit, vous inquiétez pas, c'est un cancer à évolution très longue. Donc vous avez tout le temps de mourir, quoi. Vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, parfois les gens attendent 8 ans, 10 ans, voilà. Puis peut-être parfois aussi, c'est vrai que on a vu des cancers qui s'endorment. Jusqu'à indéfiniment, quoi. Donc, mais c'est beaucoup plus rare. La deuxième chose, si vous allez dire, on n'est pas pressé, donc on va pouvoir choisir le protocole. Et le protocole, ça peut passer par l'ablation, ça peut passer par la radiothérapie, par la chimiothérapie, par la cryothérapie, par un certain nombre de traitements qu'on n'utilise pas tellement encore aujourd'hui, mais je pense qu'on les utilisera plus dans l'avenir. Mais vous aboutissez finalement toujours chez l'urologue, qui va vous proposer en finale une ablation, parce que c'est pour la médecine ou les médecins la garantie que vous sortirez en vie. Oui. Mais vous ne serez mais il ne vous a pas vous expliquer dans quel état vous allez sortir. Et si jamais... Si, vous en parlez quand même. Oui, mais il vous le dit pas beaucoup au départ. Au départ, il vous dit pas forcément que vous avez des risques de fuite urinaire. Je n'en ai eu aucune, et ça, alors là, j'ai poussé un ouf de soulagement lorsque je m'en suis aperçu. Mais que ensuite, vous avez des difficultés pour retrouver une vie sexuelle normale. C'était pas leur préoccupation, parce qu'autrefois, ça ne touchait que des personnes très âgées qui, à partir d'un certain âge, vous n'avez plus tellement... Une sexualité réduite. Une sexualité réduite. Oui, c'est ça. Donc, et alors vous, pour les auditeurs, là, ils se disent, mais alors comment ça s'est passé pour Jean-Marc Sylvestre ? Comment ça s'est passé pour Jean-Marc Sylvestre ? Ça s'est passé avec beaucoup d'aide psychologique, beaucoup d'aide technique aussi, puisque vous avez quand même des médicaments, vous avez un certain nombre de piqûres que vous pouvez vous faire, et puis des médicaments qu'on connaît, des pilules. Mais je crois que l'essentiel, à partir du moment où vous savez, et on le sait assez vite ça, parce que que vos nerfs n'ont pas été définitivement abîmés, ou définitivement condamné, vous savez que vous allez sans doute pouvoir retrouver un peu d'activité si vous retrouvez la confiance en vous-même. Et retrouver la confiance en soi-même, ça dépend beaucoup de votre accompagnement. C'est ça. La mécanique est une chose et le psychique est autre chose. Comme toujours dans tous les problèmes de sexualité. Donc vous avez beaucoup d'accompagnement. Donc mais quand vous dites accompagnement, c'est-à-dire que vous en parlez autour de vous ou c'est un professionnel ? Alors, j'en ai absolument pas parlé autour de moi. J'en ai jamais parlé ni à mes enfants ni à qui que ce soit. Ils l'ont d'ailleurs découvert dans le livre. Mais j'ai la chance de mon ex-femme qui me revienne me voir. Qui est médecin et qui m'a, elle, expliqué par A plus B tout ce qui allait se passer et comment les choses allaient se passer. Et à ce moment-là, dès que vous comprenez, dès qu'on vous explique, surtout avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, vous pouvez organiser dans votre vie et créer un parcours de guérison. Et la sexualité... moi, je suis pas spécialiste de ça, mais j'ai quand même appris une chose, c'est que ça se passe beaucoup dans la tête, se passe beaucoup dans l'imaginaire, dans l'imagination, et que ça peut prendre plusieurs formes, énormément de formes. Bien sûr.
hein, y compris la forme traditionnelle. La sexualité évolue dans notre vie, hein, voilà, entre la jeunesse et après, c'est autre chose. Et qu'on arrive à des choses qui sont formidables. Oui, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est de retrouver la confiance en soi. Oui. 0826 300 300, c'est Karl qui nous appelle du Cantal et qui veut témoigner ou poser une question à Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Karl. Bonjour, bonjour. Bon, vous aussi, vous avez eu, je crois, un cancer de la prostate. Hein. Oui. Alors déjà en premier, un grand merci pour votre radio, puis surtout pour vous, Patrick et Cécile, qui sont toujours du côté des gens, et ça fait bien plaisir, quoi. Bon, merci au passage, mais on essaie de vous accompagner. C'est ça la radio. C'est très sympa. Et oui, moi, à 56 ans, après un bête examen de sang, parce que je partais en voyage, un peu comme Jean-Marc, on me téléphone en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vite venir, et ensuite on me dit qu'il y a suspicion de cancer de la prostate, parce que j'avais un taux très très élevé du PSA. Donc généralement on nous fait un test rectal pour savoir comment est la prostate, et ensuite on va chez l'urologue et tout se confirme, quoi. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Marc. À ceci près, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de... Ces derniers mois, j'ai l'impression, malheureusement, après que je me sois fait opérer, il y a beaucoup d'améliorations. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de recherches. L'ablation n'est pas... Alors, je voudrais dire à tous ceux à qui on vient d'annoncer que leur taux de PSA était élevé, attention, j'allais dire ne paniquez pas, mais n'ayez pas peur. Après, une fois qu'on a le taux de PSA, qu'on a vu l'urologue et qu'il y a vraiment une suspicion de tumeur, on fait ce qu'on appelle une biopsie. Et c'est vraiment la biopsie qui va déterminer le stade. Oui, le stade, parce qu'on part de 6. En fait, on trouve un chiffre. La prostate a 2 glandes, une à droite, une à gauche. Et on additionne les résultats des deux. Ça donne un chiffre qui est entre 6 et 9. 6 et 7, tout va bien. C'est ce qu'on appelle généralement un adénome. Il peut y avoir des complications après, mais on n'est pas dans un... C'est dur de dire ça, mais on n'est quand même pas dans un cancer très dangereux. Quand on arrive malheureusement à 8, c'est déjà ce qu'ils appellent invasif et agressif. Et à 9, c'est déjà invasif, quoi. Donc moi, j'ai pas eu de chance, entre guillemets. Je me suis retrouvé avec un 8. Et j'ai été obligé j'ai été forcé de faire l'ablation, quoi. J'avais 56 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Je voulais pas, mais on m'a dit, mais monsieur, vous êtes jeune, quoi. En plus, j'ai toujours fait à peu près 10 ans de moins que mon âge. Donc, mais voilà, j'étais obligé de faire ça. Et obligé, c'était, on vous a dit, mais vous allez perdre un peu de votre virilité, si je puis vous dire. Ouais, moi, il a été cash et j'ai bien aimé. Alors, quand j'en parle à mes amis, parce que je suis un peu comme Jean-Marc, j'en parle pas trop, j'ai vite compris qu'il fallait éviter ça. Ouais. Mais avec mes potes, la famille, vraiment les gens avec qui on peut parler, oui, il a été cash, quoi. Mais voilà, c'est ce qu'on a dit. Putain, il a été cash ton urologue. Mais c'est bien. Le mec, il m'a dit bon, vous êtes à 8, de toute façon, vous banderez plus et vous risquez. Et par rapport à votre compagne. Ah, c'est compliqué. C'est un tsunami. Surtout que moi, mon épouse a 20 ans de moins que moi. Ah ouais. Et donc ça a été compliqué, quoi. Mais on trouve d'autres formes, comme dirait Jean-Marc. Alors moi, avec le temps, et c'est ce que je rejoins, il y aurait tellement de choses à dire. C'est vrai qu'il faudrait former les urologues, parce que moi, il a été cash, c'est bien et tout, mais il m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'il tutoyait facilement. Je serai là, je t'aiderai. Si c'est aider, c'est 1 an après vous faire une piqûre dans la verge pour que tout repart. Le problème, c'est que c'est 1 an après, quoi. Et il faut savoir que le fait de ne plus avoir d'érection, vous avez les fibres qui se nécrosent, quoi. Donc vous retrouvez pas, quoi. Et voilà, ils ont vraiment besoin. Je pense que il y a vraiment besoin d'une formation là-dessus. Ils sont formidables, attention. Mais il y a vraiment besoin d'une formation parce que, ils nous sauvent la vie, c'est vrai, voilà. Surtout quand on est jeune, ça peut aller très très vite, un cancer. On l'a vu, beaucoup de gens l'ont vu autour de soi. Et donc on nous sauve la vie, mais après ça, on nous laisse. Il y a autre chose. Mais pour qu'on comprenne bien, est-ce que techniquement, pardon de vous poser ces questions intimes, parce que c'est important, il faut qu'on en parle. Est-ce que techniquement, une fois que vous avez eu cette ablation, vous testez quand même tout seul? Ah bah oui. Ah oui, on veut se rassurer.
Et puis on se rassure pas. Hein. Oui. Non, mais attendez, on va parler vrai. Techniquement, vous ne pouvez plus. Vous avez du mal, sans doute au départ, pour ce qui était mon cas, à provoquer naturellement une érection. Ah bah, il n'y en a pas. Et donc, mais vous pouvez la provoquer techniquement, c'est-à-dire que vous avez des systèmes de piqûres qui vous commandent l'érection, c'est-à-dire qui commandent l'arrivée du sang dans la verge, qui fait que vous. Bon, donc c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il faut surtout dire. Et c'est là où c'est dramatique. Vous allez me confirmer ou pas. Mais vous pouvez avoir des orgasmes. Donc vous avez le droit au plaisir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du plaisir, mais vous ne pouvez difficilement en donner, quoi. Et donc vous ne pouvez plus manifester. Vous avez envie d'avoir envie, mais vous ne pouvez plus en donner. Voilà. Oui, mais il y a d'autres moyens. Il nous reste 1 minute. On est pris un peu par le temps. Daniel est avec nous. 0826 300 300 et c'est justement un urologue cancérologue, je crois. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous. Bon, merci de les paroles. Donc j'écoutais avec un grand intérêt le patient et c'est exactement, il exprime parfaitement le retour. Ce que je voudrais apporter quelques précisions pour tous les auditeurs. Oui. Quand il a parlé il n'y a pas un cancer de la prostate. Il y a des cancers de la prostate. Il a parfaitement expliqué qu'il y avait, en fonction du grade de la biopsie, une gradation précisément qui va de 6 à 10 et qui donne en quelque sorte le degré d'agressivité de la lésion. Et quand le patient effectivement est dans des chiffres bas, ce qu'on appelle le facteur histopronostique est bon. Ensuite, il y a un facteur intermédiaire autour de 4 plus 3, peu importe. Et ensuite, 8, 9 ou 10, plus ça monte, plus la tumeur est agressive. Donc il n'y a pas un cancer de la prostate. Pour tous les auditeurs, quand il y a quelqu'un qui a une biopsie, l'urologue se doit évidemment de lui expliquer tout ce que je viens de dire et de lui donner le grade et donc le degré d'agressivité. Et c'est en fonction du degré d'agressivité qu'il y a différentes alternatives de traitement qui vont de la surveillance active. Il faut savoir que un cancer de la prostate diagnostiqué précocement et de grade bas, comme je viens de l'expliquer, peut parfaitement être surveillé, ne jamais être opéré, ne jamais être radiothérapié. Surveillé. C'est pas systématique. Écoutez, docteur, vous êtes vraiment un urologue, parce que vous expliquez exactement ce que la plupart disent, sauf qu'il y a le préalable. C'est que ce que vous dites est vrai, à condition d'être dépisté. Or, comme personne ne nous demande d'être dépisté, eh bien, on attend, il n'y a pas de symptômes. Donc, on attend, et quand on attend le dernier moment, et il est trop tard. Et à ce moment-là, premier point. Deuxième point, vous n'êtes pas forcément aussi détaillé sur les effets pervers et les effets secondaires de l'ablation. On arrive automatiquement à l'ablation, alors qu'il y a sans doute des traitements qui sont en train d'être mis au point aujourd'hui, dont il faudrait faire la diffusion et la formation auprès des médecins. Allez, on se retrouve dans un instant. On va terminer ce débat. Jean-Marc Sylvestre avec vous. Tout n'est pas foutu. Daniel qui est avec nous, l'urologue cancérologue. Avant de retrouver Valérie Expert. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h54, Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Tout n'est pas foutu aux éditions Albin Michel. Oui, et puis Daniel aussi. Le urologue qui est toujours en fait en ligne avec nous. Est-ce qu'il y a des conseils en fait à donner, Jean-Marc Sylvestre? Parce qu'on ne va pas revenir en fait évidemment sur toute l'histoire, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Premier conseil, il faut aller consulter en couple. Ouais. Parce que si la compagne avec laquelle vous êtes ou le compagnon avec lequel vous êtes, parce que ça arrive aussi aux homosexuels, et si vous êtes en couple, c'est une affaire de couple, ça. C'est pas une affaire uniquement personnelle. Et je crois que c'est vrai pour les femmes aussi qui ont le cancer du sein, si elles sont accompagnées d'un compagnon. Mais ça, c'est quand vous êtes détecté, quoi. Oui, quand vous avez été dépisté. Oui, et en matière de prévention, est-ce qu'il y a de la prévention à faire? Je ne peux pas vous dire de prévention. On a dit tout et n'importe quoi. On a dit qu'il fallait pas faire de vélo, c'est complètement faux. On a dit qu'il fallait avoir une sexualité un peu modérée, mais c'est complètement faux. L'alimentation peut jouer sur l'alimentation, évidemment, peut jouer sur l'apparition, pas seulement de ce cancer-là. Oui, sur plein de choses. C'est pour ça que je dis, sur plein de maladies. C'est ça. Bon, mais en tout cas, il
faut dire que aujourd'hui, il y a quand même des techniques qui s'améliorent. Alors aujourd'hui, on est en train de mettre au point des techniques. La robotisation, par exemple, a permis de préciser beaucoup en cas d'opération et d'éviter le doigt qui tremble chez le chirurgien. Ça peut arriver. Et puis d'autre part, on a des systèmes de radiologie, d'IRM, qui permettent déjà dans certains hôpitaux, il y en a un ou deux à Paris, qui permettent de détecter la cellule qui permettra qu'on pourra aller attaquer véritablement. Non, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais. Mais on est généralement sur la bonne piste dans tous les domaines de cancer. Mais il faut absolument que les médecins généralistes ils aient cette formation-là et les urologues acceptent la formation. Quelle formation les médecins? La formation de dépister automatiquement, quoi. Parce que si on ne dépiste pas, il n'y a pas de symptômes. Donc, il faut que les gens aussi aillent se faire dépister, c'est ça. Notre ami médecin a raison de dire qu'il y a plusieurs stades dans l'évolution du cancer. Mais si vous ne prenez pas ça au début de l'évolution, vous ratez le train. Bon, alors que tout n'est pas foutu, justement. C'est le titre de votre livre, Jean-Marc Sylvestre. Le cancer a sauvé ma libido. C'est aux éditions Albin Michel. C'est poignant, c'est touchant. Et pour le coup, parlons vrai, c'est le cas de le dire. C'est exactement ça. Parlons vrai et parlons-en. N'ayons pas honte d'en parler.